doesn't it make you proud to be Scottish? It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! À l'image d'Ewan McGregor dans Trainspotting, les Écossais n'ont pas toujours la plus haute opinion d'eux-mêmes. Est-ce une conséquence du climat pluvieux, balayant ces récifs escarpés, de la nostalgie d'une lutte contre l'oppresseur, qui donnait du baume au cœur, ou simplement le tempérament naturel d'une nation mélancolique? En réalité, peu importe, car les temps changent. Et si le football a longtemps entretenu ce pessimisme, il est aujourd'hui une lumière qui perce la brume. Au pays du mystère, voire du franchement fantastique, l'espoir n'est pas mort, il signe l'introduction d'une histoire magique. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de retour, le 10e déjà, et donc l'occasion de revenir vraiment en détail sur l'Écosse, le patrimoine footballistique de l'Écosse, son accession à l'Euro 2020, ses chances de qualification, l'effectif que cette nation présentera, tout ce qui est foot écossais. On adore sur la chaîne, on a fait vraiment plein de vidéos relatives au football écossais, les Lions de Lisbonne, l'Old Firm, plus récemment par exemple les Rangers de Gerrard. Désolé aux supporters des Rangers pour ce maillot aujourd'hui, mais c'est le seul maillot écossais de ma collection, j'espère qu'il vous plaira tout de même un petit peu. Donc voilà en gros sur le programme d'aujourd'hui. On commence par l'histoire de l'Écosse, et là ce que je trouve intéressant, un petit peu comme le contraste entre le pessimisme et pourtant la potentielle belle histoire qui attend l'Écosse, il y a un autre fort contraste sur l'histoire footballistique de l'Écosse, c'est que on va dire que les Écossais ont beaucoup apporté au football, mais qu'en retour, le football a très peu apporté de bonheur aux Écossais, en tout cas pour l'instant. Alors, ce que l'Écosse a apporté au foot, on a tendance aujourd'hui à associer le football écossais à un football assez primitif, rugueux, passionné, on va dire, une équipe qui joue avec les tripes et avec le cœur. Ce qui est intéressant de savoir, et on en avait parlé il y a quelques années maintenant, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, au tout départ, l'Écosse est un petit peu l'incarnation du beau jeu. L'Écosse, c'est un peu le Barça de Guardiola de la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs les inventeurs de la passe, à une époque où passer était perçu comme un geste assez novateur, parfois même décrié, un geste faible, incarnation d'un football considéré comme peu viril. Bref, c'est une autre époque bien sûr, mais les Écossais sont donc à la base les inventeurs de la passe, ou en tout cas ceux qui popularisent un jeu de passe bien léché. Tout ça c'est au tournant du 19e siècle, le football écossais naît à peu près en même temps que le football, puisque le premier match international de l'histoire en 1872 oppose les deux plus anciennes sélections de l'histoire, l'Angleterre et l'Écosse. Résultat 0-0. Tout ça pour rappeler en gros que les Écossais ont amené une partie substantielle de l'histoire originelle du football au football. Et puis ensuite, il y a eu d'autres développements, d'autres grandes épopées, les Lions de Lisbonne en 67, le Celtic qui remporte la Ligue des Champions, même quelques individus qu'on peut souligner, bien sûr Kenny Dalglish, Dennis Law, Billy Bremner, Graham Souness, Sir Alex Ferguson, de l'autre côté du rectangle vert. En revanche, malgré tout cet apport, le football, comme on l'a dit, a assez peu rendu à l'Écosse. Leur dernière qualification pour une compétition internationale, c'était en 1998, il y a 22 ans, 23 ans maintenant, la Coupe du Monde 98, et avant ça, un Euro, c'était donc en 96. Sur ces différentes participations, donc avant cette longue période de sécheresse, il y a eu 3 participations pour 3 euros et 8 participations en Coupe du Monde, 11 participations à une compétition internationale majeure. Jamais l'Écosse n'a dépassé le premier tour. Donc on comprend que le pessimisme écossais, et d'ailleurs il a été assez bien nourri par les échecs de qualification sur les 2 dernières décennies, mais même quand l'Écosse a participé à des tournois majeurs, aucune accession aux 8e de finale ou au tour à élimination directe. Ça nourrit un petit peu le pessimisme footballistique de cette nation à propos de sa propre sélection. Donc l'accession à l'Euro 2020/2021, c'est un moment super important pour l'Écosse. Comment est-ce qu'ils y sont parvenus? Quel a été leur parcours en qualification? En réalité, ils échouent à se qualifier directement, terminent 3e de leur groupe de qualif derrière la Belgique et la Russie, mais en remportant leur groupe de Ligue des Nations, ont accédé aux playoffs. Et alors le premier match, c'était un nul très tendu, 0-0 contre Israël à Glasgow. Ils l'emportent en inscrivant tous leurs tirs au but et joueront donc la Serbie en finale, cette fois à Belgrade. Un match, le match
match le plus stressant, le plus décisif de l'histoire du football écossais depuis bien longtemps. Ouverture du score de Ryan Christie à la 52e, et pour un pays frappé par la malédiction, égalisation dans le temps additionnel de Luka Jovic. Voilà, ça a été perçu comme un drame absolu. Ça ira donc au penalty. Les 9 premiers de la séance sont convertis, 5 pour l'Écosse, 4 pour la Serbie. Finalement, Mitrovic s'élance et Marshall réussit un arrêt devenu mythique, absolument légendaire. Bien sûr, le match était joué à huis clos. Alors initialement, il devait se tenir mars 2020, ça a été repoussé, ça a été joué en toute fin d'année 2020, mais plus de 50% du pays a regardé le match en direct à la télévision. On a vu des scènes de joie, des fusions absolument extraordinaires en Écosse au moment de la qualif. C'est un moment vraiment historique pour l'Écosse et on peut difficilement le sous-estimer. On le dira pas suffisamment, même au cours de cette vidéo. Alors du coup, l'effectif écossais, les héros de la qualification, et une potentielle liste des 23, ça peut changer encore sur quelques noms d'ici cet été bien sûr, rien d'absolument fixe, mais ce que j'imagine comme être la liste des 23 ressemblerait grosso modo à ça. D'abord, bien sûr, David Marshall, le gardien de Derby County, 35 ans, c'est pas un top gardien européen, mais il est devenu une légende au pays après avoir stoppé le penalty décisif de Mitrovic, donc il devrait être le numéro 1. Devant, Tierney Robertson, ça c'est un exemple assez saillant, super intéressant je trouve, de l'expérimentation tactique à laquelle doivent recourir les sélectionneurs des pays mineurs quand ils ont, et ça arrive parfois quand ils ont 2 ou 3 de leurs meilleurs joueurs qui évoluent au même poste. Là c'est quand même assez particulier, on a Tierney et Robertson, 2 défenseurs gauche. Comment est-ce qu'on peut maximiser le potentiel et la qualité individuelle de tout le monde quand on a 2 de ses meilleurs joueurs qui jouent au même poste? Ça donne nécessairement lieu à des petites improvisations, comme ici. Donc le choix qui a été fait, c'est de reculer Tierney en tant que défenseur central gauche, et on a une défense à 3, on a aussi McTominay qui recule lui aussi pour être le défenseur central droit. C'est original. Entre les deux, on trouve donc Declan Gallagher, 30 ans, joueur de Motherwell, son partenaire en club et en sélection Stephen O'Donnell, aussi Motherwell, donc c'est pas le joueur le plus talentueux de l'effectif, mais il devrait être titulaire, et avec cette ligne de 5, on a une base assez solide qui devrait pas trop bouger d'ici quelques mois. Ça c'est, on va dire, la grande force de l'Écosse qui a encaissé très peu de buts sur ses matchs de qualification, sur ses matchs notamment de play-off. Donc voilà, ça c'est une Écosse solide qui est avant tout représentée par cette belle ligne de 5 avec une capacité de projection assez notable sur le flanc gauche. Ok, ensuite au milieu, là on a beaucoup moins de certitudes, c'est moins défini. On peut pas dire pour l'instant que l'alliage parfait ait été trouvé, sont relativement interchangeables des joueurs comme Ryan Jack des Rangers ou Kenny McLean de Norwich. On n'a pas mis John Fleck dans la liste des 23, John Fleck de Sheffield United, mais avant sa blessure au dos, il avait intégré le groupe, donc à voir. Il y a bien sûr Stuart Armstrong de Southampton, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les Saints. Je suis plus habitué à le voir sur le côté, mais il fait partie des prétendants. Puis il y a Ryan Fraser aussi de Bournemouth, un peu sur le déclin peut-être. Je me souviens qu'il y a à peu près un an, on avait analysé ses appels contre appels en transition sous le Bournemouth d'Eddie Howe, du coup, qui est plus le coach de Bournemouth. On avait analysé une vidéo d'entraînement de Bournemouth, c'était à l'époque. Et du coup, on avait vu les mouvements du petit Ryan Fraser, qui était assez intéressant, mais à voir s'il sera là. Et ensuite, il reste les 2 meilleurs maillons du milieu, sans doute, Callum McGregor du Celtic, et surtout John McGinn d'Aston Villa, avec Robertson et Tierney, et du coup McGinn, on a sûrement le top 3 de l'effectif en matière de talent individuel, ou en tout cas de plafond qu'ils peuvent atteindre, de qualité max. McGinn, c'est loin d'être sa meilleure saison en Premier League pour l'instant, sous le maillot d'Aston Villa, pour plusieurs raisons, on va dire athlétiques, le milieu de terrain qui est en train d'être un peu réorganisé, une certaine inconstance dans sa production. Il déçoit quelques supporters des Villains, mais c'est surtout au regard de ce dont on le sait capable, et peut-être aussi au regard de sa qualité quand il enfile la tunique écossaise. Il a un milieu très complet, bon gratteur de ballon, assez créatif aussi, frappe lourde. Je le vois plus comme un 6-8 qu'un 10, mais pourquoi pas. Et je pense qu'on le verra dans une organisation un peu fluide, alternée avec McGregor. Et puis enfin devant, la plupart du temps, on voit un duo Dykes-Christie avec Ryan Christie du Celtic, donc qui décroche plus, qui tourne autour du grand Lyndon Dykes de QPR. Il y a de la concurrence sur le banc, Oliver Burke, Oli McBurney, mais pas d'énormes talents. Et c'est peut-être la zone la moins fournie. Voilà en gros ce qu'on peut dire du 11. Maintenant, ça va sans doute changer, comme on l'a dit, d'ici quelques semaines, quelques mois, et peut-être qu'on pourrait y voir, intégrer quelques éléments de la nouvelle génération écossaise. Alors les 3 joueurs qu'on va citer n'ont pour l'instant aucune cape en A, mais ça pourrait venir. Les 3 joueurs, c'est donc Billy Gilmour de Chelsea, 19 ans, David Turnbull du Celtic, 21 ans, les 2 sont très très attendus. Et
puis il y a aussi Alan Campbell de Motherwell avec Kieran Tierney. Il représente un peu l'avenir de la sélection et j'espère qu'on en verra au moins un des 3 cet été. Alors on est bien revenu sur les forces écossaises et les forces vives écossaises, maintenant reste la question de l'adversité, quel groupe devra affronter l'Écosse, et franchement c'est assez costaud, République tchèque donc le 14 juin, l'Angleterre le 18 et la Croatie le 22, on a quand même 2 éléments, 2 équipes qui étaient dans le dernier carré de la dernière Coupe du Monde, l'Angleterre et la Croatie. Après, la République tchèque a été rencontrée par l'Écosse il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois à peine, c'était en fin d'année 2020, 2 victoires pour les Écossais, donc il y a de quoi être relativement optimiste de ce point de vue-là. Sur ce groupe, quelque chose qui est quand même assez notable, c'est que l'Écosse devait initialement jouer 2 de ses rencontres à Hampden Park, en Écosse, donc c'était contre la République tchèque en J1 et la Croatie en J3. Aujourd'hui, forcément, c'est un peu moins sûr, avec les dernières nouvelles qu'on a eues d'un tournoi qui pourrait potentiellement se tenir exclusivement en Angleterre. Bon, ça ce serait assez dommageable pour les Écossais. Après, peut-être que un tournoi qui se tient en Angleterre, c'est peut-être un tournoi qui peut se tenir en Grande-Bretagne, et du coup les Écossais retrouveraient leur avantage initial. Donc tout ça c'est à voir, on aura plus d'infos sans doute dans les semaines qui viennent. Mais voilà, ça reste un super beau groupe, avec pas mal d'adversité comme on l'a dit, mais un match au milieu contre l'Angleterre qui va valoir son pesant d'or. Finalement, depuis la fin du 19e siècle, l'Angleterre et l'Écosse, qui sont les 2 nations fondatrices historiques du football international, se sont rencontrées que 7 fois en un siècle, un peu plus d'un siècle du coup, vu qu'il y a 20 années entre 2000 et 2020, donc ce sera super intéressant de voir cet affrontement. Si on pouvait seulement l'avoir avec du public, ce serait absolument génial, il y aura une ambiance extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que le calendrier est plutôt pas mal pour l'Écosse, le fait de démarrer par la République tchèque, peut-être le meilleur morceau à prendre, et celui sur lequel l'Écosse a le plus de certitude, pour engranger un peu de confiance, enchaîner par l'Angleterre où ils seront remontés à bloc, absolument remontés à bloc, finir par la Croatie. Voilà, c'est pas un groupe facile, mais je me dis que la position de meilleur 3e est atteignable, et puis peut-être un exploit, peut-être contre la Croatie, peut-être réussir à gratter une des 2 premières places. Je crois plutôt en cette Écosse. Après j'ai un biais assez fondamental, c'est que j'adore l'Écosse et le foot écossais. Je sais pas si je suis extrêmement réaliste en disant tout ça, mais j'y crois plutôt. Je pense qu'on a, quoi qu'il en soit, une des plus belles histoires du tournoi, avec tout ce qu'on a dit, et avec cette sensation d'enfin vaincre un peu sa destinée malheureuse depuis quelques décennies, et cette qualification héroïque à fort suspense. Il y a déjà avec l'Écosse une équipe à suivre absolument, et puis ensuite sur le terrain ça pourrait prendre une forme assez intéressante, peut-être un petit peu plus de créativité devant, mais si on a un John McGinn, pourquoi pas. Donc voilà, moi je crois plutôt en cette équipe, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, globalement, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura permis d'avoir un petit peu plus de billes sur cette sélection, qui est, à mon avis, une des nations à suivre cet été. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous avez été très nombreux à le faire sur la vidéo de la Macédoine, un ratio de plus de 200 likes contre 1 dislike, donc c'est génial. Ça fait partie de mes meilleurs ratios historiques. Merci beaucoup pour tout ça. Et si vous voulez pas rater les prochains épisodes de Retour, toutes les prochaines vidéos sur la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner. Ça, très bonne manière de m'encourager. Donc voilà pour ça. Dernière chose peut-être, si ce type de maillot vous plaît, il n'y a sans doute pas celui-ci exactement, qui est le maillot d'Henrik Larsson 2000-2001, assez rare, mais si ce type de maillot vous plaît, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description, mon sponsor maillot. Donc merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.